d'abord, je voudrais vous remercier et remercier Monsieur le Consul Général Patrick Lachaussée de me donner l'occasion de m'exprimer à l'occasion de ce que l'on appelle l'année de Gaulle, et en particulier pour la célébration du 50e anniversaire du décès de mon grand-père. Et je serais heureux d'apporter ma contribution pour toute la communauté française présente en Suisse et tous les Français qui n'y sont pas présents et qui admirent et qui souhaitent perpétuer l'œuvre du général. Souvenir personnel de mon grand-père, c'était avant tout des souvenirs familiaux, sachant que ces moments étaient privilégiés puisque mon grand-père était quelqu'un de très occupé et qui était profondément épris des valeurs traditionnelles fondamentales que sont la famille, que sont aussi évidemment la religion, et qui essayait malgré son agenda très chargé et pris aussi par ses pensées de donner des moments personnels et affectifs à sa famille. Ce sont donc les Noëls à Colombey, ce sont les vacances passées à Colombey, et peut-être un souvenir plus précis que les autres, les quelques fois où j'ai été admis, entre guillemets, à aller dans son bureau où il travaillait, puisqu'il a passé les 18 derniers mois de sa vie à rédiger ses mémoires, donc à transmettre toute son œuvre pour les Français et pour l'histoire. C'était d'être rentré et d'avoir vu ce personnage, cette grande ombre. Et tout de suite, je me suis dirigé vers la nappe-monde qu'il avait dans son bureau, qui y est toujours, donc le globe terrestre, et je disais « Dis grand-père, c'est où l'Afrique ?» Il faisait tourner le globe, donc il bougeait en grinçant, il me montrait déjà la vision du monde global. Napoléon disait que la stratégie militaire d'un pays repose sur sa géographie, et c'était déjà la vision. Et mon grand-père me disait toujours « Tu es grand, fort et vaillant ». Ces souvenirs sont profondément ancrés dans ma mémoire. Ils ont été par la suite peut-être un peu effacés par le personnage public, l'homme politique, le président, puisque c'était très spectaculaire pour moi de voir mon grand-père à la télévision. Donc on a en mémoire toutes les allocutions télévisées, mais aussi l'homme d'État, le personnage, ses actions. Que je retrouvais un peu en allant à l'Élysée, où on allait une fois par mois, donc en famille, un dimanche. Mon grand-père souhaitant absolument que ce soit pris par lui-même et non pas par l'État, parce qu'il ne voulait surtout pas que l'on pense, ou même qu'il puisse, que lui tire profit en quoi que ce soit de sa situation de président. Donc c'était lui qui nous invitait personnellement de sa poche. Je me souviens des grands salons à l'Élysée, des tables en nu, des dîners qu'il essayait de ne pas paraître trop formels pour toujours avoir cette image d'un grand-père et d'un parent proche de sa famille qui nous recevait avec chaleur malgré le poids de sa fonction. Je me souviens aussi d'une salle de cinéma qu'il avait fait installer à l'Élysée. Mon grand-père étant né en 1890, adorait le cinéma. Il n'avait pas toujours le temps d'y aller et d'avoir vu dans cette salle de cinéma en particulier le James Bond, Bon baiser de Russie, et également un film avec Charlton Heston qui s'appelait Le Seigneur de la guerre. C'était des moments très forts. Plus tard, ça a été malheureusement remplacé par d'autres moments très forts, notamment à l'occasion de la cérémonie des obsèques. Donc mon grand-père étant décédé le 9 novembre, je crois me souvenir que c'était le 12, pas que ça tombe sur le souvenir de l'armistice donc de 1918. C'était toute cette préparation intense, faite d'émotions, faite de souvenirs, et la sortie donc, du corps de mon grand-père qui était porté par un EBR, un engin blindé de reconnaissance dont on avait retiré la tourelle, et on avait mis le cercueil donc recouvert d'un drapeau bleu, blanc, rouge, et le cortège est sorti en remontant la grande allée de la Boisserie. Et nous suivions derrière avec mon père, avec mon oncle général de Boissieu, bien évidemment ma grand-mère, et c'était le silence qui était totalement écrasant, de tous ces gens qui étaient pétris d'émotions, qui étaient en larmes. Il y avait des gens sur les toits des maisons, il y avait des gens
qui montaient sur les poteaux télégraphiques, il y avait des gens qui montaient dans les arbres, et tous ces gens qui pleuraient, qui regardaient passer le cortège. C'était absolument assourdissant. Et ça a peut-être, en tant qu'enfant, gommé d'une certaine manière les souvenirs familiaux qui étaient peut-être plus intimistes et moins spectaculaires, mais que je vais quand même garder au fond de mon cœur. Mon grand-père était, malgré le poids de sa fonction, malgré sa vision, ses responsabilités et son devoir de transmission, quelqu'un qui était très aimant et qui était résolument tourné vers la famille. Alors, Jean Lacouture a trouvé, paraît-il, un lointain ancêtre du général qui s'appelait François Ignace Nicole, donc vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui aurait été un ancêtre du général, ce qui ne me surprend pas étant donné la proximité géographique, historique, familiale entre les Français et la Suisse, et en particulier Genève. Cet homme a été natif de Porrentruy et aurait épousé donc une ancêtre du général. En particulier, il a une fille qui est née à Toulon dans les années 1769. Sinon, effectivement, de façon plus récente, et au-delà de l'histoire qui nous lie et qui nous rassemble, l'histoire commence pour la famille, effectivement, avec Xavier de Gaulle, qui était le frère aîné de mon général, qui était donc combattant de 1914, et qui était grand blessé de guerre, et qui est venu à Nyon en 1943, donc par une filière résistante, donc pour s'établir en Suisse, qui est venu sans argent. C'était mon grand-père qui l'aidait en fait à cette époque, et sa fille, donc Marie Geneviève Antonios de Gaulle, donc qui était résistante aussi, qui est passée par les caves de Barbie et par les camps pendant 2 années, a été accueillie par son père à Genève en 1945. Elle s'y est mariée en 1946 à la cathédrale Saint-Pierre à Genève, et son père Xavier de Gaulle a été consul général de France donc tout de suite après la guerre, en 1945 et 1946. Alors la relation évidemment continue, puisque mon grand-père était un admirateur et de la nation suisse, et reconnaissait parfaitement son utilité en tant que puissance neutre qui a joué un rôle fondamental dans la gestion des conflits, aussi bien des conflits militaires que des conflits financiers et leur règlement dans l'histoire du monde contemporaine. Il avait une reconnaissance et une admiration particulière pour l'infanterie suisse, qui était la redoutable infanterie suisse qui était reine des batailles et qui a servi, je dirais, la France à partir de Louis XI, lorsque Louis XI était dauphin de France, donc dans les années même qui précédaient son règne, donc avant 1461. Cette histoire s'est continuée bien après, puisque Napoléon a employé jusqu'à 12 divisions d'infanterie suisse. Et il reconnaissait également la Suisse dans son rôle diplomatique et aussi humanitaire en tant que pays fondateur de la Croix-Rouge, puisque dès Napoléon III, pendant la guerre de 1870, la Croix-Rouge soignait les blessés français. Il n'y a jamais eu de visite officielle de Charles de Gaulle en Suisse, tout simplement parce qu'en tant que puissance neutre à l'époque, il n'y avait pas de visite officielle de chef d'État. Et ce n'est pas pour ça que la relation n'était pas extrêmement proche, je dirais même intimiste, aussi bien par l'aspiration, la reconnaissance, l'admiration, et aussi bien par notre histoire commune. Et tous les mariages qui se sont faits, on est proche de cette France voisine, historiquement, familialement, culturellement. Donc cette relation est longue, ancienne, et vis-à-vis de mon grand-père, elle était extrêmement importante et utile. Alors, je pense que c'était d'abord c'était un homme de rupture, mais c'était aussi un homme de tradition, c'est un homme de construction, et un homme qui a rebâti une France conquérante, une France solide, une France d'avenir,
et qui a lancé des messages d'espoir pour les Français et pour le monde également. C'était un homme de rupture qui a su se mettre, je dirais, presque en opposition avec les forces contraires de son temps, à la fois dès la publication de ses ouvrages vers le fil de l'épée et vers l'armée de métier, qui préconisait une rupture par rapport à l'utilisation des forces militaires de l'époque, en particulier l'utilisation de la force mécanique. C'était une vision déjà qui allait très loin et qui était en opposition par rapport aux généraux français qui étaient restés, je dirais, positionnés sur la ligne Maginot. C'était une rupture fondamentale et une vision tellement moderne que Hitler et Staline ont tout fait de faire traduire ces livres en allemand et en russe, avec ordre pour leurs officiers de lire ces ouvrages en disant il y a un officier qui a tout compris, je vous demande de lire ces œuvres et de les appliquer. Ça a été évidemment l'homme du 18 juin, donc une rupture fondamentale avec l'esprit de défaite de l'époque et la compromission au régime nazi, de s'opposer tout seul et de dire que la France a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre, tout en ayant cette vision mondiale et géographique du monde, puisqu'à l'époque la France avait le deuxième empire colonial derrière la Grande-Bretagne, et tirer parti de en bon stratège de cette position géographique. Vous savez qu'un militaire raisonne toujours avec le temps, le nombre et l'espace. Et c'était donc une rupture fondamentale avec les hommes et les circonstances de son temps, sans rester dans le conservatisme, puisque vous savez évidemment que autre rupture, il a su donner l'autodétermination et l'indépendance dans nombre de colonies françaises par la suite. C'est un homme de rupture parce qu'il a accordé à aux Françaises le droit de vote dès 1944. Elles en étaient privées jusqu'à présent. C'est un homme de rupture qui a fondé la Ve République, un régime présidentiel fort, donc, mais néanmoins avec un équilibre des pouvoirs que malheureusement on a perdu par la suite, puisque le président a été élu pour 7 ans. Il a été élu contre rupture au suffrage universel dès 1965, mais en tout cas il a été élu pour 7 ans, avec une Assemblée nationale élue pour 5 ans, et une Chambre haute, le Sénat, renouvelée par tiers tous les 3 ans. Donc un véritable équilibre des pouvoirs qui malheureusement n'a pas continué par la suite, par suite des différents régimes. Mais ça fonctionnait bien, et ça fonctionnait parfaitement bien. Les cohabitations en ont été un bon exemple. Je dirais que la Ve République, le général l'a fait pour ses successeurs et non pas pour lui-même, puisque lui incarnait une telle légitimité que finalement il n'en avait pas besoin. C'est un homme de rupture qui a su aussi accorder l'indépendance. On a beaucoup parlé de l'Algérie, mais également du Maroc, également de la Tunisie et d'autres anciennes colonies qui ont suivi. Et qui était épris de valeurs traditionnelles et fondamentales. Il considérait à juste titre que la famille et la religion étaient les 2 piliers de la civilisation au fil des siècles, ce qui n'excluait pas une véritable modernité et des messages d'avenir, des messages d'espoir, d'abord des messages de construction, la construction de la France des grands projets, le TGV, les Airbus, le grand réseau autoroutier. C'est lui qui a quand même créé la sécurité sociale en 1945, qui a créé aussi l'idée d'intéressement des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises. Donc un homme résolument moderne, tourné vers l'avenir et qui portait les valeurs de la France toujours vers le haut. Toujours les Français vers le haut. Un homme d'État avec une immense stature, mais qui savait s'adresser à tout le monde. On pense aux obsèques de 1970 où André Malraux était présent, donc c'était l'âme du gaullisme, et qui s'est trouvé confronté à une dame âgée qui ne pouvait pas passer les cordons de sécurité. Et cette dame disait « Tout le monde », il a dit « Tout le monde ». Et Malraux a répondu en disant « Laissez-la passer, elle parle comme la France ». Et c'était ça l'âme du général. C'était un homme qui était aussi conscient de son destin,
On se souvient de Napoléon au pont d'Arcole en 1797, la position était très difficile. Il y a eu 3 charges, et la 3e charge, Muron, son aide de camp, s'est placé devant Napoléon et est tombé mort d'une balle. À partir de ce moment-là, Napoléon avait conscience de son destin. Très tôt, le général des 15 ans avait conscience de son destin. C'était quelque chose qui était à la fois inspiré par le cœur et par la raison, et qui le pénétrait très profondément. En 1944, au moment de la libération de Paris, il y a eu le Te Deum à Notre-Dame. On tirait des tours, parce qu'il y avait encore des tireurs allemands qui étaient embusqués, et les historiens contemporains, du général m'ont dit tout le monde s'est mis à plat ventre sauf lui, parce qu'il avait parfaitement conscience qu'il ne disparaîtrait pas tant que son destin ne serait pas accompli. Il y a eu, vous savez, les attentats liés à l'OAS, donc dès les accords d'Évian de 1962, ben c'était la même chose. C'était la même chose. Il avait une force, une conviction, et surtout il était pétri de l'amour de la France et de l'amour des Français. Et il y a eu ce discours en particulier de Noël aux enfants de France, donc est sorti en décembre 1941. Je vais juste vous en lire quelques passages parce que je ne le connais pas par cœur, mais c'est très symptomatique des valeurs d'espoir qu'il a voulu donc donner pour la transmission. Il a écrit, alors je résume, Noël 1941. Tout n'est pas gai aujourd'hui pour les enfants de France, mais je veux cependant vous dire des choses de fierté, de gloire et d'espérance. Vous souffrez parce que l'ennemi vous dit et vous fait dire que vous êtes des fils et des filles de vaincus. Eh bien moi, je vais vous faire une promesse de Noël. Chers enfants de France, vous recevrez bientôt une visite, la visite de la victoire. Ah, comme elle sera belle, vous verrez. Et c'est ce même mot d'espoir, vous savez qu'il a écrit ses mémoires, donc l'espoir, le renouveau, l'espoir est vers le terme. Et je reprends cette phrase donc, qui a été tirée, inspirée par une conversation qu'il avait avec André Malraux. Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard source d'ardeur nouvelle lorsque j'aurai disparu. La flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les 18 derniers mois de sa vie, c'était des mois de travail, d'écriture, pour justement donner aux Français et aux Françaises, ce n'est pas une justification, mais toute la transmission de ce qu'il avait fait, pour que ce soit une continuation et une continuité, tournée vers l'avenir et tournée vers la grandeur de la France dans le monde.